Bonjour, je vais essayer de vous donner quelques grandes lignes pour arriver à maîtriser sa communication au mieux dans des environnements, on va dire start-up, PME, où on n'a pas forcément des budgets colossaux pour arriver à sortir du lot. Donc la communication, mis à part les cas où vraiment le dirigeant est fait pour ça, c'est dans son ADN, la communication, c'est des sujets qui sont parfois sous-traités, dans le meilleur des cas, avec un brief qui est généralement pas excellent, voire inexistant. Mais la plupart du temps, voilà, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie. On assimile ça à, on va dire, quelque chose qui va être, on va faire une charte graphique, un site web et envoyer des communiqués de presse, voire faire une newsletter. Donc, pour que ça soit réussi dans un univers start-up, dans un univers où il y a de l'innovation, il faut, à mon sens, hein, respecter certaines règles, certaines méthodes qui peuvent marcher. La garantie de résultat est très très loin d'être assurée, mais on a le droit d'essayer. Donc, pour commencer, je dirais que il faut avoir une approche où on va mettre en place plutôt des actions de communication avec des supports ou des outils de communication et en les adaptant à un public visé. Donc les actions de communication, ça va être quoi? Ça peut être de la communication directe voilà, auprès de clients, donc roadshow, plaquettes commerciales, plaquettes produits, site web, en indirect via des revendeurs, ça peut être participer à des salons, des workshops, ça peut être sous forme de newsletter, ça peut être une activité presse, la gestion des réseaux sociaux, du SEO, du SEA, donc de l'acquisition payante. Voilà, il y a tout un tas d'axes d'actions de communication. On va rentrer un peu après dans le détail. Les supports, eh ben, c'est tout ce que vous allez formaliser, donc newsletter, page, profil LinkedIn de la société, des collaborateurs structurants, peut être les réseaux sociaux B2C, des fois on peut en faire même si on est en B2B. C'est les communiqués de presse, c'est le pitch investisseur, c'est l'exécutif summary, c'est le pitch partenaire pour les banquiers ou d'autres partenaires commerciaux. C'est voilà, ça va jusqu'à la carte de visite en fait. Donc des points de contact de communication avec vos clients, vous en avez pléthore. Donc les supports de communication, c'est vraiment important de se dire qu'on ne communique pas non avec une newsletter ou un site web. C'est un ensemble d'outils qui donnent des visuels, des impressions vues de l'extérieur. Et la troisième notion, donc il faut se poser la question du public qu'on vise. Donc il y a les clients, les prescripteurs, les experts, les journalistes, les influenceurs, les réseaux, les gens qui lisent les réseaux sociaux professionnels. Donc voilà, donc c'est, autant dire, c'est le bordel quand on mixe les trois, c'est-à-dire un axe de communication, un public visé et les supports de communication, et qu'on doit adapter le message à chaque cas. C'est là que ça se complique. Donc il va falloir effectivement prioriser. Donc on va essayer de les passer en revue. Donc la première chose, c'est, on va dire, le pitch de communication. Qu'est-ce qu'on raconte en fait, voilà. Donc le pitch, il y a différentes formes. Il y a ce qu'on appelle l'elevator pitch. Hein. Vous serez rarement dans un ascenseur en train d'expliquer en 30 secondes voilà, quelle est votre valeur ajoutée. Vous n'allez pas expliquer en 10 secondes à un investisseur dans un cocktail, comme on vous le dit, voilà, ce que vous faites, mais il faut quand même se poser la question. Donc le premier, voilà, c'est une pyramide. Il y a au sommet l'elevator pitch, c'est-à-dire en quelques mots, qu'est-ce que vous faites et donner envie d'en savoir plus, d'aller un peu plus loin. Donc la deuxième chose que, à mon sens, vous devez travailler, c'est le descriptif de qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous vendez en une page. Donc dans un document Word, d'une page ça suffit. Vous rédigez voilà, un pitch où chaque mot va être
peser. Chaque mot va être important. Et vous prenez une vision à 360 degrés de la société. Donc dedans doivent transpirer vos valeurs en tant que société ou en tant qu'entrepreneur. Doit transpirer aussi votre offre. Elle doit être claire, compréhensible, on ne se cache pas derrière. Voilà. On doit donner envie à celui qui voit ça, qui lit ça, hein, sur n'importe quel support, d'aller plus loin. Voilà, donc c'est important. Vous le montrerez probablement à personne, hein, ce document-là, mais il est ultra structurant. Voilà, c'est à réaliser peut-être à plusieurs avec des visions différentes de la communication, marketing, commerciale. Il faut le partager au sein de la société. Ça tient sur une page et ça dimensionne en fait pas mal de choses derrière. Ça va fixer les mots dans le marbre et c'est important pour la suite. La troisième chose dans ce pitch global de communication, c'est voilà, vos grands axes de communication. Donc le nom, vous avez votre nom de domaine, il faut réfléchir hein, avec des tirets, pas de tirets, s'il est trop long, voilà. Les visuels que vous avez, le bénéfice client, quelques mots, voilà, tout ce que vous allez distiller sur votre site web aussi, donc les grandes tendances voilà, de ce que vous voulez véhiculer à vos clients, partenaires, investisseurs, fournisseurs et à vos équipes. Après, il faut se poser la question de distiller un peu, de mettre un peu, surtout quand on est petit, hein, de faire un peu de name dropping dans tout ça, donc de se donner des cautions externes, donc des grands noms de clients, même si c'est peu de chiffre d'affaires, hein, c'est souvent ça dans les startups, c'est grand nom, petit chiffre, inconnu, client inconnu au bataillon, plus gros chiffre d'affaires. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre en avant, avec leur autorisation, hein, les gros clients, les gros partenaires, il faut que ça fasse sens. Le distiller un peu sur les supports de communication. Ensuite, donc si on reprend, il y a le descriptif de la société sur une page, ce que vous raconteriez, donc l'elevator pitch en 30 secondes, il y a les grands axes de votre communication, il y a votre site web, un peu de name dropping, et après, à partir de ça, vous allez pouvoir décliner votre pitch sur différents supports. Donc, le site web, bien évidemment, dans les communiqués de presse aussi, hein, ça doit se sentir, votre marque de fabrique. Doit y avoir aussi, ça va jusqu'à votre carte de visite, hein, dans les plaquettes produits, dans les plaquettes commerciales. Voilà, donc l'idée c'est que vous définissiez une fois pour toutes le pitch de la société, mais qui soit décliné dans une forme pyramidale entre, voilà, vous avez 10 secondes pour l'expliquer, 3 minutes, une demi-heure, voilà, donc d'avoir une approche où un mot important, pesé, qui peut être dans votre tagline, vous pouvez en parler pendant 30 minutes. Il faut qu'il y ait une cohérence dans cette pyramide de la communication, dans ces différents niveaux de pitch que vous allez faire à différentes personnes. Deuxième point important, ça va être sur tout ce qui va être communication avec vos clients. Donc clients, prospects, voilà. Il y a quelques experts, c'est pas de moi, qui vont aller dire qu'une vente se réalise avec 5, 6, 7 points de contact en tout genre. Donc, imaginez que vous allez vendre en B2B en un seul contact, c'est un peu illusoire. Donc, il faut se poser la question de tous les points de contact que vous allez avoir avec vos prospects, vos clients, et de peaufiner tout ça. Donc, bien évidemment, il y a une plaquette commerciale, encore des sociétés qui sont petites et qui estiment qu'ils doivent refaire le pitch à chaque fois, très bien, mais à un moment, la société a grossi, elle a plein d'ambassadeurs internes, externes, sans plaquette commerciale, même de 5-10 pages, je ne vois pas comment on peut faire. Et ça, effectivement, c'est forcément en français et idéalement en anglais. Donc, plaquette commerciale, ok. Des use cases, donc formaliser des use cases à la fois dans les plaquettes commerciales et à la fois sur le site web, donc mettre en avant des appropriations de vos technologies, de vos produits, de vos services par des clients, donc choisir des personas
différents ou des clients représentatifs de vos segments de marché et décliner un use case, montrer dans son contexte le produit, arriver à avoir une approche assez, voilà, assez fine et que les gens, voilà, dans la première approche, et c'est ça qu'ils voient en premier de vous, arrivent à se projeter. Ensuite, dans les outils, les supports de communication, on va dire, commerciaux, il y a la vidéo. Alors la vidéo peut être de différentes natures. Vidéo produit, très bien. Ok, c'est le minimum. Vidéo de la contextualisation du produit dans son environnement, c'est-à-dire un client qui en parle, on voit le produit ou le service, bah, c'est mieux. Vidéo des fondateurs, des fois c'est utile pour transmettre des messages forts, l'éthique, les valeurs de la société, voilà, voir les locaux, à quoi ils ressemblent. Donc voilà, il faut se poser la question de la vidéo, ce qu'on veut transmettre effectivement dans cette vidéo, quelle est la part entre ce qui va être le produit, plutôt le business, le marketing, le côté humain, montrer les gens. Voilà, faut équilibrer tout ça, mais bon, la vidéo aujourd'hui c'est assez incontournable pour arriver à vendre. Ensuite, il faut avoir des supports qui sont semi-commerciaux, donc c'est un peu moins direct, pour tous les prescripteurs, les revendeurs, les influenceurs sectoriels qui pourraient redistiller à leur communauté votre propre discours. Donc ça peut être une plaquette PDF hein, de 3 pages, quelque chose de résumé, ça peut être des kits de vente pour des partenaires en vente indirecte, ça peut être des plans de co-marketing avec des gros partenaires de distribution. Mais s'il n'y a pas ça, c'est difficile de faire porter sur une ou deux personnes dans les petites structures la communication, surtout à distance, surtout quand on travaille à l'international. On ne peut pas être partout, donc c'est bien de formaliser. Ensuite, alors la newsletter, toujours un sujet compliqué. Est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on n'en fait pas? Si on en fait, c'est pas pour pousser, c'est cocorico, hein, c'est super nouvelle. C'est aussi pour arriver à apporter de la valeur ajoutée au lecteur. Si c'est que les news produits, c'est pas forcément la peine de l'envoyer. Si c'est pour dire on est passé dans tel journal, super, la valeur ajoutée. Non, il faut aller un peu plus dans l'éditorial, dans le contenu, dans les use cases, dans l'usage, montrer en quoi vous apportez une valeur ajoutée éditoriale sur le marché. Même quand vous vendez voilà, des fraiseuses, il y a moyen de contextualiser, de rendre l'histoire sympathique et d'aider, la newsletter peut aider à la vente. Salon, workshop inévitable dans certains secteurs. En ce moment, c'est pas évident. Webinaire, on peut faire des webinaires, donc c'est pas un outil de vente le webinaire, c'est un outil de vente indirect. Il faut que le contenu soit intéressant, il ne faut pas hésiter à inviter des experts à son webinaire pour parler avec soi, voire faire des webinaires avec des concurrents, des compétiteurs, pour avoir une vraie approche neutre. C'est important, donc c'est des outils où il n'y a pas forcément une vente immédiate directe derrière, mais ça permet de positionner la société, de l'humaniser, de répondre aux questions, aux objections importants. Le site web, bon, vital, hein, c'est tellement important que pas parler plus tôt, mais avoir un site web qui performe. Donc on doit comprendre dès le début, en fait, sur la première page, ce que vous faites, votre produit, vos valeurs. Donc avec un visuel, c'est le plus dur à faire, hein, qui synthétise un peu tout ça, comprendre quel est le message que vous voulez envoyer. Donc souvent c'est un peu flou, si on ne comprend pas, les gens restent 15-20 secondes, hein, des fois sur les pages sur Internet, donc on passe à autre chose. Après, généralement, ce qui se fait pas mal pour les startups, les petites boîtes, c'est présentation des produits, donc de l'offre, de la valeur ajoutée, des use cases. Après, il y a une page tarif, alors c'est au choix, on met pas, mais la transparence, moi je l'encouragerais, des fois c'est pas très simple. Voilà, et puis des moyens de collecter de l'information, donc newsletter, point de contact, des widgets qui permettent aux clients, aux prospects de rentrer en contact directement avec les équipes. Donc voilà. Donc la communication client, je ne parle pas encore des emailing,
qui sont plus des supports de vente assez directs, mais la communication client, elle est multicanal, vraiment multi-points de contact, et si ils sont pas tous importants, hein, suivant les secteurs, à vous de trouver ce qui marche pour vous, mais si vous partez sur une communication en disant voilà, j'ai investi 2000, 5000, 10 000 euros dans mon site web et puis les gens vont le trouver, autant dire que ça part pas très très bien. Donc voilà, il faut peaufiner. Mon conseil, ça serait de peaufiner chaque point de contact, quel qu'il soit, avec vos clients, avec cette idée derrière la tête que une vente va se dérouler en plusieurs points de contact. Et si vous en loupez, si vous n'êtes pas pro, si le LinkedIn, la page LinkedIn est vierge de toute animation, voilà, il y a peu de chances pour que ça puisse transformer derrière. Il y a beaucoup de signaux faibles quand on est de l'autre côté de la barrière, quand on est client, et quand on est start-up ou petite entreprise, on ne perçoit pas ça, on est dans un mode push, on dit putain j'ai un super produit, je vais le pousser, voilà ce que c'est, et en fait on est très très loin de ce que les clients aimeraient entendre, en fait, tout simplement. Donc voilà, tout l'objet de cette communication orientée client, c'est d'arriver à réduire le gap entre je pousse un produit et j'ai un besoin. Voilà, d'arriver à fluidifier un petit peu les choses. Donc ça, c'était pour le premier gros bloc, la communication au service des ventes. Sur la deuxième, c'est, on va dire, la presse. Alors la presse, c'est généralement le sujet le plus compliqué quand on est dans une petite structure. Soit on n'a pas de concurrents, c'est pas super bon signe. Soit on a des concurrents innovants qui ont les crocs et qui ont le même état compte en banque, donc qui sont prêts à tout pour passer sur BFM TV ou autre, ou journal de 20h. Donc, partie de là, la communication pour une petite structure presse, B2B, elle est devenue avec les années de plus en plus dure. On ne va pas se voiler la face. Donc, comment faire? Déjà, il faut se poser la question de ce que les journalistes veulent entendre. Voilà. Il y a des calendriers rédactionnels, il y a des tendances, il y a des moyens, des façons de communiquer, et vouloir imposer son mode de communication, il y a peu de chances pour que ça passe. Donc, essayez de comprendre un peu comment les journalistes fonctionnent et ce sur quoi ils publient. Deuxième chose, c'est il faut arrêter d'être dans le push du produit. Hein. Généralement, c'est ça un communiqué de presse, c'est regarder notre super produit, notre super service. Et on occulte complètement la problématique, le pain point qu'on résout. Et vous regarderez généralement, les journalistes communiquent plutôt sur les pain points. C'est-à-dire que c'est des communications, même en presse spécialisée, qui sont toujours un petit peu vulgarisées, un peu grand public. Votre produit serait recontextualisé hein, s'il est communiqué sur vous. Donc, partie de là, je dirais, le problème que vous résolvez peut être aussi important que la solution que vous apportez. Donc, faut le prendre en compte. Ensuite, il y a un autre point à prendre en compte, c'est un mot que j'aime pas, mais le storytelling. Donc, il faut savoir quelle histoire vous racontez, qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, pourquoi vous avez fait ça. Pourquoi votre produit va être bon? Pourquoi les clients aiment vos produits? Quels problèmes vous allez résoudre? Comment vous en êtes arrivé là? Quels sont vos échecs? On va parler que de ces victoires en fait. C'est arriver à raconter une histoire. Hein. Le monde appartient à ceux qui racontent des histoires, si vous réfléchissez bien, jusqu'aux plus hautes sphères. Donc, arriver à raconter votre histoire, la partager. C'est généralement un début de bonne piste pour arriver à intéresser un journaliste. Il va recevoir 10, 15, 20 communiqués dans la semaine dans certains secteurs de vos concurrents ou de concurrents indirects. Donc il a le choix. L'accroche, elle est importante, elle est vitale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va retenir son attention? Balancer tout comme ça, monobloc, super, mais et voilà, si le titre de l'email même est pas bon, il sera même pas ouvert. Donc se poser la question de comment je contacte le journaliste, avec quel message, quel storytelling. Est-ce que j'ai décliné mon storytelling sur
dans mes réseaux sociaux, sur mon site web. Si c'est pas fait, c'est même pas la peine d'envoyer un communiqué. Ils en reçoivent beaucoup trop, ils n'ont pas le temps de les traiter et beaucoup se ressemblent. Donc voilà. Ensuite, il faut peaufiner ses visuels, son kit média, ses présentations, il faut être disponible. Quand on vend un produit qui est caché, qui est payant, il faut voilà, donner des codes d'accès aux journalistes, sinon, voilà, s'ils n'ont pas testé, peu de chance pour qu'ils en parlent. Donc, c'est assez basique de dire ça, mais il faut le faire. Ensuite, il peut y avoir une stratégie où on va contacter d'abord de la presse locale pour avoir un peu de retombées, après aller sur la presse nationale et tout. Bon, ça peut fonctionner. Prendre un communiqué de presse écrit en 2 heures et le shooter à une base journaliste qu'un copain vous a affilé, qu'il avait utilisé, c'est la pire idée du siècle. Donc voilà, travailler une base journaliste, regarder où sont passés vos concurrents, dans quels médias, quel est le journaliste qui a parlé d'eux, apporter une valeur ajoutée, contacter le journaliste avec cette mention, cette valeur ajoutée, bah, peut-être que c'est une démarche. Ensuite, il faut faire ça régulièrement. Si vous envoyez un communiqué tous les 6 mois, il y a peu de chances que vous ayez des retours. Il faut envisager les relances aussi téléphoniques. Donc c'est impossible de faire ça à un stagiaire comme c'est fait la plupart du temps. C'est un travail enfin, compliqué. Voilà, et on ne peut pas s'en passer de la relance. C'est utile, mais arriver à avoir un journaliste au bout du fil, ça commence à être sacrément costaud. Et après, mon dernier conseil voilà, sur la presse, c'est d'envisager la presse au sens large, c'est-à-dire plus une approche média, et se poser la question de qui communique, qui arrive à toucher une communauté. Donc il y a les journalistes, les quotidiens, le web, il y a les influenceurs, il y a des experts, il y a des gens qui ont un peu de trafic dans les réseaux sociaux, il y a des partenaires potentiels qui ont une newsletter, voilà. Donc il faut arriver à avoir une approche un peu plus ouverte et se dire que en fait ce que vous voulez c'est contacter plus des médias que la presse. Voilà, donc ça permet peut-être d'avoir un peu plus de retombées. Ensuite, négliger la presse, c'est une erreur aussi parce que une des composantes fondamentales du référencement naturel, on en parlera ailleurs, c'est d'arriver à avoir des liens externes de qualité. Et des médias voilà, grand public ou professionnels, c'est s'ils passent votre info et que vous avez des liens vers votre site internet, ça a une valeur sans nom. Voilà. Peut-être que vous n'aurez pas de vente de clients suite à un passage presse, mais vous aurez donné une petite information à Google comme quoi votre site est dans cette thématique. Vous aurez attiré du trafic différemment du search naturel. Vous aurez des liens probablement de qualité et ça vaut une fortune. Voilà, faut pas se voiler la face. C'est important et des fois, je conseille même à des jeunes voilà, entreprises d'avoir une activité presse pour justement aller chercher ces liens-là. Dans la communication aussi externe, alors on peut inclure toute la stratégie éditoriale. Donc, pour être référencé dans Google, vos contenus sont importants. Pour vibroter dans les réseaux sociaux, vos contenus sont importants. Sur votre site web, vos contenus sont importants. Donc, c'est un axe de communication fort, vos contenus. Donc, il faut les travailler. Il faut mettre en place un plan de communication global, éditorial, avec une vraie stratégie. Vous allez vous poser la question de ce que lisent vos clients, prospects, de ce qui manque dans ce qu'ils lisent, quelle valeur ajoutée vous pourriez apporter à ces gens-là, en explication d'informations, en vulgarisation de choses techniques, en explication produit, en explication use case, voilà ce qui leur manque. Donc créer des contenus et avoir une vision où vous créez des contenus à valeur ajoutée d'experts pour qu'ils soient consommés
par vos prospects dans un acte non marchand. Voilà. Et normalement, si vous faites bien votre boulot et que vous allez un cran plus loin, vous pouvez même aller faire des livres blancs, vous aurez probablement des retombées commerciales indirectes qui viennent de ça. Il y a des startups aujourd'hui dans l'univers peut-être du logiciel en ligne, des choses comme ça, qui vont avoir des stratégies de publication de contenu ultra poussées, avec très très peu de messages marchands, mais qui vont réussir à sortir du lot, à avoir un vrai retour sur investissement en publiant des contenus qualitatifs qui vont être partagés, qui vont générer de l'attraction, de l'audience sur votre site web, des appels entrants. Donc ça, c'est une façon aussi de communiquer, mettre ses contenus, son expertise en avant. C'est relativement important. Voilà. Donc la newsletter, on va passer assez rapidement parce que c'est des canaux assez connus. Je disais, il faut arriver à être très toujours dans la valeur ajoutée sur la newsletter, pas s'auto-gargariser. Il faut savoir mixer son auto-gargarisation, c'est cocorico, les nouveautés produits, mais aussi l'expertise sectorielle, ce que font les concurrents, ce qui se passe sur le marché, mettre en avant des interviews, avoir une approche beaucoup plus centrée sur ce que vos clients ont envie de lire, d'entendre, plutôt que ce que vous avez envie de pousser. Ça, c'est la plus grosse erreur en communication chez les petites structures. On va avoir toujours tendance à pousser. Regardez, on est formidable, regardez, c'est génial. Et en fait, c'est complètement décalé en termes de message avec ce que cherchent les clients. Donc, ce qui est souvent négligé, ce sont les actions de co-marketing avec des partenaires. Donc, établir un plan, un planning de communication, des supports de formation, des forces commerciales déléguées, des kits de présentation pour des partenaires, assister ensemble à des salons, mutualiser les coûts. Voilà. Donc, il y a énormément de choses à faire. Faut pas croire que en faisant un point tous les 2 mois avec un partenaire structurant au téléphone, il va se passer des choses. Donc il faut arriver à fluidifier au fil de l'eau, avoir une communication assez permanente, toujours envoyer des nouveautés, motiver les forces commerciales des partenaires quand c'est des distributeurs. Donc c'est des actions de co-marketing, le plan de co-marketing avec sa partenaire, c'est des choses qu'il faut pas oublier. Des réseaux sociaux, alors toujours sujet potentiellement compliqué. Réseaux sociaux professionnels, quand on fait du B2B, oui, il faut bien le faire. Alors LinkedIn, vous trouverez 50 000 guides pour arriver à percer sur LinkedIn. C'est de plus en plus dur, hein. Le reach, le taux de visibilité de ce que vous publiez en tant que société va baisser, hein, comme dans les autres réseaux sociaux qui ne sont pas professionnels. Donc ça devient de plus en plus dur. Il ne faut pas hésiter à non pas scénariser, mais mettre en avant si le fondateur a la capacité à le faire, les épaules pour le faire, le charisme pour le faire. C'est pas impossible qu'il incarne la société et qu'il la porte, qu'il la pousse, plutôt que d'avoir une page de la société qui va être très neutre. Donc ça, c'est une possibilité. Animer pour animer, ça ne sert pas à grand chose sur LinkedIn. Toujours pareil, il faut penser à apporter de la valeur ajoutée des contenus et pas l'auto-gargarisation de ce qu'on fait. C'est une chose un peu plus difficile. Et parce que c'est des réseaux sociaux qu'il ne faut pas qu'il y ait de retour sur investissement, donc il faut regarder le temps passé, le mesurer, produire des contenus, le coût de production, et regarder ce que ça rapporte réellement en termes de communauté, de développement du nombre d'abonnés. Voilà, il faut mixer un petit peu les contenus qu'on propose, encore une fois, donc avec des visuels de qualité, mais peut y avoir, effectivement, quand on passe dans la presse, quand on a une news produit, ça c'est des choses évidentes, mais on peut faire des interviews aussi de partenaires, de clients, on peut aller mettre des livres blancs, cacher ces livres blancs derrière un login pour développer sa communauté. Donc il y a plein de façons de communiquer dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, quand on fait du B2B, oui, faut le faire.
Voilà, il y a pas vraiment le choix. Les autres réseaux sociaux non professionnels, ça dépend. Ça dépend des. Faut réserver les noms de domaine, hein, enfin les URL au démarrage, mais il se peut que ça n'ait pas d'impact. Pour certaines sociétés, ça peut fonctionner. Pour d'autres, plus difficile. Donc c'est vraiment à faire avec parcimonie. Donc les réseaux sociaux, pour moi, il faut avoir une stratégie, un budget, voir le temps qu'on y alloue et mesurer le retour sur investissement, fixer ses objectifs, sinon ça sert à rien d'y aller pour animer et puis pas voir les choses se développer. Donc voilà. Donc globalement, tout ce qui va être acquisition, trafic, voilà, qui est une forme de communication en soi, je pense qu'on peut le traiter dans une autre vidéo. Donc, pour résumer, il faut définir dans son plan de communication, donc faire un PowerPoint hein, qu'on partage avec l'ensemble des intervenants de la société. Il faut arriver à pondre, hein, tout simplement, un PowerPoint de 10 pages où on définit quelle est sa cible, quel est son pitch de communication, comment on se positionne au niveau de la marque, comment on interagit avec ses clients, quels sont ses supports, comment on fasse ça dans le temps, quels sont les objectifs de communication, comment je mets en place mon storytelling, qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je veux véhiculer aussi, on n'a pas trop parlé, mais sur l'image, en fait, est-ce que je veux être produit, innovant, montrer des gens, voilà. Donc, arriver à insister sur les points différenciants, tout ça, ça se planifie. Donc mon conseil, moi quand on est un peu perdu par rapport à ça, vous ne trouverez jamais un sous-traitant ou quelqu'un en interne dans une petite structure qui sera assez senior pour gérer la communication de A à Z. Si vous sous-traitez, ça vous coûtera un bras, deux bras, parce qu'il y a plein de compétences différentes. Donc la première étape, c'est de faire à plusieurs un beau PowerPoint. Ça prend un peu de temps, mais vous définissez les axes, vous les déclinez sur tous vos supports, vous y tenez. Un mot, c'est un mot, ça ne veut pas dire autre chose. Et quand c'est bien défini en amont, généralement, vous arrivez à faire transpirer vos valeurs de communication à l'extérieur, au sein de votre société, d'arriver à faire en sorte que chaque employé, chaque point de contact avec le client soit ambassadeur du message que vous avez à véhiculer. Voilà, en espérant que ça vous aidera un petit peu. Bonne journée.